Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. On sait combien il est difficile de questionner l'ordre en place, et notamment la distribution des places, des rôles et des pouvoirs, sans risquer d'être stigmatisé ou pire, exclu du groupe. L'un des exemples les plus emblématiques et porteurs d'espoir est certainement celui de Spinoza, ce célèbre philosophe juif du XVIIe siècle, exclu de sa communauté pour en avoir refusé les lois dogmatiques et qui chercha toute sa vie à mettre en cohérence sa pensée et ses actes. Insensible à toute injonction de conformisme, quelle pensée a-t-il développée pour nous permettre d'être libres et heureux ? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et auteur, entre autres, de Le miracle Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie. La pensée de Spinoza constitue une véritable révolution politique, religieuse, anthropologique, psychologique et morale, nous dit-il. Rien que ça. Et ça tombe bien, car ce sont précisément les dimensions que nous cherchons à interroger dans Jusqu'à nouvel ordre. Bonjour Frédéric, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laurence. Alors Frédéric, pouvez-vous tout d'abord nous préciser le contexte sociétal et familial dans lequel a grandi Baruch Spinoza ? Alors, Baruch Spinoza est né à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il a grandi dans une communauté de Juifs qui avaient émigré du Portugal lorsqu'il y a eu l'Inquisition espagnole à chasser les Juifs d'Espagne et du Portugal. Et donc, ses grands-parents étaient venus s'installer à Amsterdam, qui était un lieu relativement tolérant, en tout cas plus tolérant que les autres régions d'Europe. Et donc, il est né au début du XVIIe siècle. C'est un milieu juif traditionnel. Il a été élevé dans le ghetto d'Amsterdam et il a été à l'école de Talmud Torah depuis la petite enfance, donc élevé vraiment dans un contexte religieux très fort. Il parlait couramment l'hébreu, même s'il parlait aussi le portugais et puis il écrivait en latin et il parlait le néerlandais. Donc il maîtrisait plusieurs langues, mais disons que son milieu social était très religieux. Je crois d'ailleurs que le rabbin fondait de grands espoirs sur lui, parce qu'il avait une certaine sagacité d'esprit. Bah, il était très intelligent, il posait beaucoup de questions depuis l'enfance, et donc on se disait que bon, son père était un commerçant, et on se disait que il pourrait très bien devenir rabbin. Il s'intéressait beaucoup à la religion, il posait beaucoup de questions. Sauf que ça a très vite mal tourné, parce que devenu adolescent, il a commencé à poser des questions de plus en plus critiques et à souligner toutes les contradictions qu'il y avait dans la Torah et dans la Bible en général. Et donc, il disait, par exemple, comment est-ce qu'on peut dire que c'est Moïse qui a écrit la Torah alors que un des livres raconte sa mort. Donc, comment quelqu'un peut-il raconter sa propre mort, etc. Donc, il avait un esprit extrêmement logique, analytique, qui lui a permis de pointer les très nombreuses, évidemment, contradictions qu'il y a dans la Bible. Et donc, du coup, il a été de plus en plus mis un peu au banc de sa communauté et à tel point qu'à un moment donné, il a été carrément exclu, banni de sa communauté de manière très violente avec ce qu'on appelle un RM. C'est un acte de bannissement définitif. On l'a retrouvé, hein, ce RM. Donc, je le cite dans le livre Mmh. intégralement, et dans lequel il est maudit pour toujours. On interdit à tous les membres de sa communauté de le contacter, d'être en relation avec lui. Ça veut dire que du jour au lendemain, il avait 23 ans, il a dû complètement quitter non seulement la synagogue, mais ne plus avoir contact avec ses frères et sœurs, sa famille, ses cousins, etc. Parce que ça leur était interdit de le contacter. Donc il s'est retrouvé profondément seul. Et en tout cas, il n'a pas voulu se rétracter parce qu'il il aurait pu Mmh. le faire. On lui a proposé.
Et non, il n'a jamais voulu renoncer à toutes les critiques de plus en plus virulentes qu'il avait formulées sur l'authenticité, en tout cas, des textes bibliques, parce qu'il disait au fond, sa thèse qu'il a développée ensuite, c'est de dire que le texte biblique avait été écrit par des hommes dans un contexte politique pour légitimer la politique d'Israël et que il y avait plein de contradictions parce que c'était pas Dieu qui les avait écrits. Voilà. Même s'il y avait peut-être une inspiration divine, en tout cas, on pouvait pas prendre du tout les textes à la lettre. Il fallait les resituer dans un contexte historique. Et donc, on peut dire qu'il est le père de l'exégèse historique et critique des textes religieux. Et c'est le premier penseur à faire une exégèse critique et historique des textes religieux. Et il va d'ailleurs critiquer les trois religions, hein, je crois. Enfin, les trois grandes Oui, religions. Hein. il a appliqué le même principe historique et critique à la Bible et au Coran et également au Nouveau Testament. Donc pour lui, tous les textes religieux sont écrits dans un contexte historique pour des raisons politiques autant que religieuses et il s'agit d'en faire une analyse critique pour ne pas prendre à la lettre tout ce qui est raconté. Hmm. Et donc, malgré la reconnaissance de sa prodigieuse intelligence, il a quand même été perçu comme une menace majeure à l'ordre établi et donc à la cohésion du groupe. Pourquoi finalement? Ben, complètement, parce que ce qui faisait la cohésion du groupe dans cette communauté, faut rappeler que c'est une communauté juive en exil, dans un ghetto. Et donc, au fond, le repli identitaire est très fort. C'est parce que on est soudé par une foi commune qu'on peut garder nos traditions et donc ne pas se diluer complètement dans le milieu ambiant. Et ce qui fait que des gens persécutés qui sont en exil, ils ont tendance à être très très soudés dans leurs croyances. Et donc là, bah, à partir du moment où il semait le doute dans les esprits, il devenait dangereux. Et qu'il fallait surtout pas que sa pensée critique contamine les autres croyants. Et donc il s'agissait de l'exclure tout simplement pour protéger la communauté. C'est intéressant ce processus effectivement de Ah bah protection de c'est la classique. communauté. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours pareil, hein, l'ordre établi. Je crois que c'est le thème de l'émission. Lorsqu'on le menace, on menace d'une certaine manière la cohésion du groupe. C'est ça. Et donc tous les individus qui menacent l'ordre établi sont quand même perçus par la majorité comme dangereux. Oui, alors il va dire ces règles, en parlant des commandements, se résument essentiellement à la pratique de la justice et de la charité qui fondent toute vie sociale, mais tandis que la raison naturelle nous permet d'y souscrire par notre libre consentement, la foi nous invite à les respecter par obéissance. Alors quel rapport entretenait-il à l'obéissance précisément? En fait, là, ce que vous dites demande quelques explications. C'est que lorsqu'il a quitté la communauté juive, il a suivi les cours de philosophie et de latin d'un humaniste de l'époque. C'était le XVIIe siècle, c'est le début de l'humanisme, c'est le début de la philosophie moderne. On est Descartes, le cartésianisme commence à se répandre un peu partout et donc Spinoza, qui a été contemporain de Descartes pendant 18 années de sa vie, eh bien au moment où Descartes meurt, il est à Amsterdam dans un lieu où on en parle beaucoup. Et ce qui fait qu'il se passionne pour la philosophie. Et donc, il découvre que la philosophie, c'est sa véritable vocation, puisque la philosophie, c'est l'émancipation de la raison par rapport à la foi. Hmm. Et tout le travail qu'a fait Descartes, c'est de libérer la philosophie de la théologie. C'est-à-dire que la raison, hein, c'est ça le cartésianisme, c'est cette remise à plat complète, cette table rase dans laquelle on repart à zéro en oubliant tout ce que le corpus théologico-philosophique du christianisme pendant des siècles nous a apporté pour repartir sur des bases nouvelles et avoir une pensée qui est libre de tout a priori, tout préjugé, etc. Et donc, il est enthousiasmé par cette philosophie et il devient philosophe. Et donc, c'est à partir de là qu'il va découvrir que la pensée philosophique peut conduire à la découverte que pour vivre en société, il est nécessaire de pratiquer la justice. Il n'y a pas de vie sociale sans justice et de développer la charité, c'est-à-dire une certaine compassion, une certaine empathie pour les autres, un certain altruisme. Et il dit au fond, c'est le fondement de toute vie sociale. Or, nous dit-il, la religion nous dit ça, mais nous dit ça par la croyance. Et donc, il faut obéir à ce qu'on nous dit, à une morale extérieure pour pratiquer la justice et la charité, ce qui n'est jamais quelque chose de totalement authentique, puisque c'est quelque chose d'un peu imposé, c'est quelque chose, on se soumet par obéissance à la foi, mais on n'y adhère pas forcément profondément.
Et on peut très bien le faire pour des mauvaises raisons, pour ne pas se distinguer du groupe, pour ne pas être jugé, pour ne pas aller en enfer. Il y a plein de mauvaises raisons pour lesquelles on peut pratiquer la justice et la charité. Et donc, il nous dit au fond, la philosophie nous permet de découvrir la même chose, simplement, on le fait en adhérant totalement. Mm. C'est-à-dire, c'est une adhésion personnelle, c'est une découverte personnelle, c'est une adhésion totale de l'intelligence, et du coup, il dit, c'est beaucoup plus fort. Ce n'est pas quelque chose qui va s'effondrer lorsque j'aurai un doute sur la croyance ou parce que je serai dans un groupe différent, etc. Donc, il dit vraiment, on arrive au même résultat d'un côté par les lumières de la raison, d'un autre côté par l'obéissance à la foi. Mm. Mm. Donc une grande liberté intérieure, hein. On va y Ah ben revenir justement. Ouais. c'est une liberté, Mm. mais c'est plus que ça. C'est-à-dire c'est d'abord le fait d'une découverte personnelle Mm. à laquelle on adhère et pas simplement quelque chose qu'on reçoit. Oui. Alors, dans le champ politique aussi, il fait preuve d'une modernité incroyable puisqu'il affirme que la démocratie constitue le meilleur régime possible. Il va même jusqu'à prôner la séparation des pouvoirs politiques et religieux, hein. On est au XVIIe siècle. Donc, c'est un personnage qui a dû énormément effrayer en son temps, même au-delà de sa communauté, j'imagine. Ah ben complètement. Et il a commencé par avoir des problèmes à 23 ans avec sa communauté à cause de sa critique de la religion. Mais ensuite, dès qu'il a publié une dizaine d'années plus tard son traité théologico-politique, qui était à la fois une critique de la religion et du politique, dans lequel il affirme qu'il faut séparer le politique du religieux et qu'il faut créer un état de droit qui garantisse la liberté de conscience et d'expression des citoyens, eh bien ça a été un tollé. Même s'il l'a écrit sous pseudonyme, caché, tout ce qu'on veut, les gens se doutaient que c'était lui, il a été persécuté, ce livre a été interdit, condamné par les pouvoirs religieux et politiques. Donc tout le monde l'a condamné en fait. Alors comme il l'a fait sous pseudonyme, il n'a pas été emprisonné parce que on n'avait pas de certitude sur son identité, mais en tout cas ses idées ont été violemment combattues et le livre a été totalement interdit. Et donc effectivement, on est au début des Lumières, mais il avait un siècle d'avance sur son temps. Mm. Et alors, il prône l'égalité entre tous les citoyens, ce qui va jusqu'à l'égalité des hommes et des femmes. Alors pas complètement. C'est la limite, ce que je souligne aussi dans mon livre, c'est la limite du spinozisme. Il a été extrêmement courageux dans tous les domaines, avec une vision d'avant-garde, comme je l'ai dit, et on pourrait citer plein d'autres exemples. Mais effectivement, sur ce point, là, lorsqu'il parle de la démocratie, il dit qu'il faut que donc chaque citoyen puisse voter, mais il dit il vaut mieux que les femmes ne votent pas. Et la raison, c'est parce qu'elles sont trop prises par leurs affects. Et ils pensent que, comme les philosophes grecs, pensent exactement la même chose. Et, les penseurs grecs pensent que la citoyenneté et le vote doit être réservé aux hommes parce que les femmes ont trop d'affects, votent trop avec leurs passions, leurs émotions, et que donc il vaut mieux pour avoir un vote rationnel être masculin. Et donc ça, c'est l'a priori qu'il avait, je dirais, de son temps, qui était universellement répandu mais qu'il n'a pas su dépasser. D'accord. Et qui a duré bien longtemps après lui, hein, d'ailleurs, hein. Ah ben oui, Donc, parce que le vote des femmes en France, c'est 1945, faut 45. le rappeler quand même. Oui, oui, complètement. C'est même pas le 18e siècle ou le 19e, Non. c'est la moitié du 20e siècle, c'est extrêmement récent. Donc ça, c'est un préjugé qui était extrêmement puissant dans toutes les sociétés patriarcales, que dans le monde entier d'ailleurs. Et donc là, c'est le point qu'il n'a, voilà, sur lequel il est resté bloqué. Alors, il a peut-être eu des expériences négatives avec les femmes. Puisqu'il ne s'est jamais marié. Il est resté célibataire. On sait qu'il est tombé amoureux de la fille de son professeur de latin et qu'elle n'a pas voulu l'épouser parce qu'elle voulait qu'il se convertisse au catholicisme pour le faire, c'était sa religion, et que lui, il venait de quitter le judaïsme, c'était pas pour se convertir au catholicisme, puisqu'il avait un point de vue critique sur toutes les religions. Et donc, du coup, il a refusé de le faire, mais c'est probablement quelque chose qui l'a marqué, qu'on ait voulu, enfin, que cette femme ait voulu qu'il se convertisse, c'est probablement quelque chose qu'il a beaucoup peiné s'il était amoureux d'elle et que là ça a peut-être influencé sa philosophie, Hmm. en tout cas sur les femmes. Voilà. Alors, vous dites aussi que Spinoza ne cessera de s'interroger sur les raisons qui font qu'un peuple préfère souvent être asservi à un pouvoir fort, voire tyrannique, plutôt que de s'émanciper. Et moi, j'avoue que c'est une question qui me taraude aussi, hein. Alors, quelle réponse apporte-t-il à cette interrogation? Bah, c'est tout simple, c'est que les êtres humains préfèrent la sécurité à la liberté. Et donc il en fait le constat, comme d'autres l'ont fait avant et après lui,
On se souvient de Dostoïevski, un peu après lui, qui dans Les Frères Karamazov a ce dialogue magnifique du Christ et du grand inquisiteur, c'est-à-dire qu'il imagine que le Christ revient au XVIe siècle pendant l'Inquisition espagnole et qu'il est immédiatement mis en prison et arrêté par le grand inquisiteur et qui va le voir et qui lui dit tu n'as rien compris, pourquoi est-ce que tu as, donc c'est l'inquisiteur qui parle au Christ et qui lui dit pourquoi est-ce que tu as promis aux hommes et que tu as compté sur leur liberté alors que la seule chose qu'ils veulent c'est la sécurité. Et que donc nous l'Église, on a corrigé ton œuvre, on a apporté aux hommes la sécurité des sacrements, du salut, etc., en échange de l'obéissance à l'Église. Et ils préfèrent ça que la liberté que tu leur as donnée, qui leur fait peur. Et donc c'est exactement finalement ce que dit Spinoza, c'est-à-dire que l'être humain, la majorité, la grande majorité des êtres humains, s'ils ont à choisir entre la sécurité et la liberté, choisiront la sécurité. Ça rejoint tout à fait ce que disent encore aujourd'hui les psychologues. Hein. Mm. On pense à la fameuse pyramide de Maslow, hein, Maslow. des besoins. Le premier besoin, c'est la sécurité. Et que lorsque on a une sécurité à la fois alimentaire, on peut survivre, on a un toit, on se sent pas en danger, bah à ce moment-là, on développe les autres besoins affectifs, sociaux, spirituels, etc. Mais c'est la base. Et donc, la grande majorité des êtres humains, lorsqu'ils ont le choix, parce que ça se pose pas toujours, des fois on a les deux, mais lorsqu'on a le choix entre la liberté et la sécurité, on préférera la sécurité et on se dira bon, dans tel contexte mouvementé, difficile, etc., on préfère perdre un peu de liberté et gagner en sécurité. Et Mm. donc, on peut tout à fait élire des dictateurs. Rappelons-nous qu'Hitler a été élu démocratiquement. Démocratiquement, comme Trump a été élu démocratiquement, enfin, Erdogan a été élu démocratiquement. C'est-à-dire que des démagogues et des dictateurs peuvent être élus par des gens qui ont peur. Et d'ailleurs, Spinoza le dit très explicitement. À un moment donné, lorsqu'il parle de la démocratie et qu'il prône le régime démocratique, il dit néanmoins, le danger, c'est qu'on vote avec ses affects. Et que ce qui menacera les démocraties à venir, c'est qu'au lieu de voter avec sa raison, donc on revient à la question des femmes, c'est qu'on vote avec nos affects, mais y compris les hommes. Et que ils nous disent, si on vote avec la peur, la colère, le ressentiment, ben on peut élire des dictateurs et des démagogues. Parce que au lieu de voter avec notre raison, on votera avec ce qu'il appelle des passions tristes, qui fait que du coup, la peur ou la colère peut nous faire élire des gens qui, en fait, vont nous asservir, mais nous apporter la sécurité. Mm. Il était incroyablement visionnaire quand même, hein. Il avait Ah, mais une complètement, parce compréhension du monde, il a imaginé les démocraties, imaginé les dangers des démocraties ce qui est quand même assez qui peuvent les incroyable qu'au menacer. XVIIe siècle, quoi. Oui, c'est assez incroyable. Ouais. Oui. Alors, quelque chose qui me touche personnellement dans la philosophie de Spinoza, c'est que pour lui, il n'y a pas d'autorité extérieure aux hommes. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que ça signifie pour lui et comment est-ce qu'on parvient à cela selon Spinoza? Bon, c'est la question de la morale. Et là, effectivement, c'est une révolution complète, puisque jusqu'à présent, il y a cette idée que la morale s'impose de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, on va obéir à une norme, une loi qui, jusqu'à Spinoza, c'était quand même la loi religieuse. Et la loi civile était très inspirée de la loi religieuse. Tu ne tueras point, etc. Donc il y a toute une série de lois qui viennent de l'extérieur auxquelles on se soumet. Et d'une certaine manière, Kant va, après Spinoza, va laïciser la loi religieuse en disant c'est la raison qui nous oblige, qui nous amène à adhérer à la loi religieuse ou à la loi civile, parce qu'on peut redécouvrir de manière rationnelle ce qu'elle dit. Mais Spinoza, il dit tout à fait autre chose. Il n'est pas dans cette vision, ni de la loi religieuse, ni d'une laïcisation de la loi religieuse. Il nous dit la morale doit venir de l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons découvrir ce qui est bon pour nous. Et il nous dit chaque individu est différent. Nous avons tous une nature singulière. Et nous devons découvrir ce qui nous fait grandir et ce qui nous met dans la joie. Et cela tout en respectant les autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, évidemment, si ce qui me met dans la joie, c'est de torturer mon voisin ou de le voler, eh bien non. Donc, il faut toujours s'accomplir soi-même en grandissant et donc en allant vers ce qui nous met dans la joie et en éliminant ce qui nous met dans la tristesse, donc ce qui nous empêche de nous épanouir, mais tout en respectant autrui. Et donc, c'est dans cette équation que se joue la morale de Spinoza. Et c'est une révolution parce que ça veut dire que finalement, chacun va découvrir ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Je vous donne des exemples. Il y a des aliments qui sont bons pour certains, qui sont pas bons pour d'autres. Donc, il dit, ça sert à rien d'interdire, comme le fait le judaïsme, etc., tel et tel aliment.
Il dit, il faut que chacun découvre les aliments qui sont bons pour sa santé et ceux qui sont pas bons pour lui. Et puis, c'est aujourd'hui, il dirait aux gens, par exemple, qui prônent tel ou tel type alimentaire ou le refus de manger de la viande, etc. Il faut s'adapter à chacun. C'est-à-dire, chacun doit voir en conscience ce qui est bon pour lui en fonction de son corps, des besoins de son corps et de ses valeurs. Donc, c'est quelque chose qui, donc, il dit, on va produire nos propres valeurs en fonction de notre nature singulière. Mais de la même manière, il dit chacun doit découvrir sa sexualité, sa manière d'être, l'activité qui lui convient, etc. C'est dans tous les domaines, il dit il y a pas de nature semblable. Et donc, il est très, très moderne. C'est-à-dire, il fonde vraiment cet individualisme au sens où chacun doit découvrir ses besoins personnels qui le mettent dans la joie, parce que pour lui, c'est le critère. Il ne s'agit pas d'être dans le mimétisme, de limiter les autres. Qu'est-ce qui me convient personnellement et qu'est-ce qui convient à ma nature singulière, tant au niveau du corps que du mental, que de l'esprit, que des idées, que des croyances, etc. Et donc, il nous dit, et en même temps, toujours être dans ce respect des autres, c'est-à-dire ne pas nuire à autrui. Et donc, cette équation personnelle, c'est totalement révolutionnaire puisqu'avant, la loi était la même pour toutes. Et on estimait qu'il y avait des critères universels, valables pour tout le monde, dans tous les domaines. Et donc, finalement, il va émanciper vraiment Mm. l'individu du groupe en proposant une morale personnelle et fondée sur l'épanouissement personnel. C'est vraiment cette idée que nous sommes faits pour la joie et nous recherchons la joie. Et ce qui nous met dans une joie authentique, c'est quelque chose qui est bon et qu'il faut prôner. Et en même temps, toujours avec cette limite du respect d'autrui. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très révolutionnaire dans sa pensée, et c'est qu'il observe en fait que les individus, lorsqu'on dit qu'il y a des valeurs universelles, il nous dit en fait que les valeurs universelles, ce sont toujours nos désirs, c'est le fruit de nos désirs. C'est-à-dire que il dit nous ne désirons pas une chose parce que nous estimons qu'elle est bonne, ce que dit le platonisme, ce que dit la morale traditionnelle, etc., c'est parce qu'une chose est bonne qu'on la désire. Il dit non, pas du tout. Mais c'est l'inverse. C'est que nous disons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. C'est-à-dire, c'est le désir qui crée de la valeur, en fait. C'est parce que j'aime le chocolat, que je dis que le chocolat est bon. C'est parce que j'aime la justice et que je désire la justice que je vais dire que les droits de l'homme, c'est une valeur universelle. Mais le tyran qui ne désire pas la justice, pour lui, ça n'a aucune valeur, les droits de l'homme. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit au fond, il faut toujours comprendre que nos valeurs viennent de nos désirs et que nos désirs peuvent être éclairés par la raison, et ils peuvent être rationnels comme complètement irrationnels, bien sûr. Et que donc, mais il faut toujours avoir cette lucidité que la valeur vient du désir, sachant que certains désirs sont éclairés par la raison. Et donc désirer la justice, c'est un bon désir. Désirer faire du mal à autrui, c'est un mauvais désir. Voilà, il y a quand même une limite. Mais ce retournement de perspective, c'est quelque chose de très impressionnant, hein, et c'est une révolution qui non seulement à l'époque était une idée complètement nouvelle, mais encore aujourd'hui, plein de gens n'ont pas conscience de ça. On est toujours avec cette idée platonicienne qu'il y a le bien en soi, le bon en soi, le bon en soi, et que c'est ça qui nous attire, et que donc nous désirons ce qui est bon en soi. Mm. Et donc être conscient en fait des raisons de nos désirs. Voilà, être conscient des raisons de nos désirs. Pourquoi je désire ça et pourquoi des raisons de nos valeurs et aussi Et de ce qui motive nos valeurs. du coup, oui. Voilà. Du coup, exactement. Mm. Spinoza rappelle l'importance cruciale de l'éducation des citoyens, dont la connaissance de soi, et vous dites qu'il avait compris avant l'heure que la véritable révolution est intérieure. C'est-à-dire qu'il nous dit que si tous les individus dans une société s'épanouissent selon leur nature singulière, c'est-à-dire qu'ils recherchent ce qu'il appelle leur bien propre, et bien il nous dit rien n'est plus utile au bien commun. C'est-à-dire que le bien commun, c'est l'accumulation des biens propres. C'est parce que chacun trouvera sa finalité, c'est parce que chacun s'accomplira selon sa nature singulière et sera heureux et dans la joie que le monde ira bien. Et il nous dit plutôt, alors que si les individus sont malheureux, si les individus sont dans la jalousie, dans la crainte, etc., eh bien le monde ira mal. Et que donc ce qu'il faut, c'est d'abord faire ce travail personnel qui permet de s'accomplir et de se réaliser selon sa nature singulière. Et en même temps, il est très lucide et très conscient. Il nous dit la vie en société impose des lois collectives. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas vivre sans loi collective. Donc il faut quand même qu'il y ait l'interdiction du meurtre, du viol, etc. Parce que s'il n'y a pas des lois collectives, ben des individus qui ne sont pas arrivés en conscience à se découvrir une morale personnelle juste,
eh bien, ils vont commettre tous les pires crimes de la terre. Donc, il faut respecter les lois de la cité. Ça, il le dit comme tous les penseurs. Il faut respecter les lois de la cité, même s'ils sont pas bons. Il peut y avoir des lois qui sont imposées à tout le monde qui sont pas justes. Donc, il faut respecter les lois de la cité. Mais en même temps, si on veut que le monde bouge et que les lois s'améliorent, il faut que les individus fassent ce travail de transformation personnelle. Donc, on peut dire, justement, la révolution politique doit s'accompagner d'une révolution intérieure. Cela nous semble maintenant plein de bon sens et en même temps, on en est quand même assez loin finalement, même encore maintenant. C'est pour que les individus adhèrent, si vous voulez. Parce que si on fait pas de révolution intérieure, on n'adhérera pas à une loi qui est bonne. Et si on n'a pas fait notre révolution intérieure, on changera pas les lois qui sont mauvaises. Et donc, effectivement, ça part quand même de cette dimension de l'individu. Et finalement, vous avez raison, c'est quelque chose qui est encore loin, loin, loin d'être réalisé. Même si, moi, je constate quand même qu'il y a une proportion non négligeable de la population, notamment en Occident, que je connais mieux, où Oui, on voit qu'il y a cette quête-là. On oui. voit effectivement qu'il y a une quête on va dire, de philosophie, de spiritualité, de développement personnel, qui va dans le sens d'être plus authentique, de mieux se connaître, de faire de l'introspection et de rechercher effectivement un épanouissement qui soit fondé sur une quête personnelle et pas simplement de d'imiter je dirais, les préjugés sociaux ou de faire comme tout le monde. Oui, 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 pour aller rechercher justement cette joie dont parle Tout à Spinoza fait. et s'éloigner du conformisme, en tous les cas, s'il ne nous Du convient conformisme, c'est pas. du désir et du désir mimétique. Oui, Puisque si on observe les choses, et là je parle au-delà de Spinoza parce qu'il n'en parle pas, mais en fait on sait que la plupart de nos désirs sont mimétiques. Nous désirons la plupart du temps ce que les autres désirent. Et nous le désirons à un niveau personnel, c'est-à-dire qu'un enfant désire ce que ses parents désirent, un adolescent va désirer ce que ses copains désirent ou ce que les influenceurs sur Instagram désirent, et puis un jeune adulte va désirer ce que son patron désire. C'est-à-dire qu'on ne cesse de désirer ce que des gens qui sont des modèles pour nous désirent. Et puis de manière collective, nous désirons ce que la société nous dit de désirer. Et ça, c'est la publicité, c'est la société de consommation dans laquelle on est. Le marketing et la publicité nous rendent désirables un tas de choses, un tas d'objets et tout le monde est soumis à ça. Et ce qui fait qu'il est très dur d'en sortir. Et donc, on pourrait dire que pour sortir du désir mimétique, il faut aller par l'introspection à la découverte de soi, à la découverte véritablement de nos motivations profondes, de nos désirs personnels éclairés par la raison. Et pas simplement des affects immédiats qui sont liés à des pulsions, qui sont liés justement à des peurs, au désir de faire plaisir, etc. Et donc, il s'agit de faire ce travail d'observation de soi, d'expérience, d'analyse, qui va nous permettre d'aller à la recherche de ce qui est vraiment bon pour nous, de ce qui nous fait grandir et nous met dans la joie, et puis d'éliminer progressivement qui nous diminue et ce qui nous met dans la tristesse. Parce que c'est toute la base du spinozisme, c'est ce qu'on appelle le conatus, c'est-à-dire l'effort en latin, pour persévérer, pour grandir, qui nous met dans la joie. Et c'est ça, toute la morale de Spinoza est fondée sur ça. Alors que ce qu'il faut éviter pour Spinoza, c'est ce qui nous met dans la tristesse, c'est-à-dire au fond ce qui nous empêche de grandir, ce qui nous empêche de persévérer dans notre être et de nous améliorer. hmm. Au final, qu'est-ce que la liberté pour Spinoza? Alors la liberté, c'est pas du tout le libre arbitre. Spinoza ne croit pas au libre arbitre. C'est-à-dire qu'il pense pas que nous ayons à l'intérieur de nous, il pense que nous sommes totalement déterminés par plein de choses, à la fois par nos gènes, par notre psychologie, par nos affects, donc, qui viennent de ce qui s'est passé dans notre enfance. Donc, 3 siècles avant Freud, il nous dit que nous sommes conditionnés par nos affects. Il parle pas de l'inconscient, mais c'est exactement la même chose. Nous sommes conditionnés par la culture dans laquelle nous sommes, par la société, par etc. Et donc lui, il ne croit pas du tout au libre arbitre, c'est-à-dire que nous, il ne pense pas qu'on va décider complètement librement de faire tel métier ou tel autre, etc. Par contre, ce qu'il croit, c'est la libération. Enfin, pas de la liberté, mais de la libération. C'est-à-dire la possibilité de se libérer de l'esclavage, des pulsions et des affects qui, en fait, orientent nos vies sans qu'on le sache. Et donc là, il rejoint complètement la psychanalyse, c'est-à-dire que la psychanalyse, l'objet, c'est d'être lucide pour ne plus être mu par notre inconscient. Et ben Spinoza nous dit exactement la même chose 3 siècles avant Freud. Il nous dit nous sommes mus, sans mettre le mot inconsciemment, mais il pourrait le dire, par nos affects, par nos pulsions, par nos désirs, par nos émotions, et que donc il faut se libérer. C'est un travail de libération de tout ça pour pouvoir orienter sa vie de manière juste. Et donc, nous ne naissons pas libres pour Spinoza, nous le devenons.
pays absolument incroyable de modernité. Ah, mais oui, dans tous les domaines. Sauf les Horizon- femmes. On est Point au qui, XVIIe on se siècle, dit, hein, c'est quand donc même assez incroyable qu'il est. Non, mais il aurait pu parce qu'il est tellement évolué sur tout le reste que voilà. oui, effectivement, Il oui. fallait bien qu'il y ait un affect. C'est pour ça que moi, je pense que c'est affectif, hein. C'est une blessure Oui, affective. ce que vous C'est, expliquiez tout c'est, à l'heure. Oui. c'est probablement un affect qui a un peu fait perdre sa lucidité sur ce point. Alors, derrière la remise en cause d'un ordre établi se cache la question de la trahison et donc de la culpabilité. Là, j'ai envie d'interroger le philosophe Frédéric Lenoir. Jusqu'où peut-on, doit-on trahir? Et ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous appelez trahir? Dans quel Bah, sens? finalement, on pourrait considérer qu'il a trahi sa communauté d'une certaine manière. En tous les cas, on Oui, imagine que sa communauté s'est sentie trahie, puisque oui, tout finalement, à il fait. a refusé l'héritage qui lui est arrivé tout à fait naturellement. Non, non, je voulais être sûr que vous parliez par rapport à ça. En fait, effectivement, pour Spinoza, ce qui est permis de trahir, entre guillemets, enfin, la limite, c'est le respect de soi et de sa vérité profonde. C'est-à-dire que chacun doit suivre sa vérité profonde, et qu'il y a un choix personnel qui peut impliquer des ruptures avec sa famille, avec son clan, avec sa communauté, etc. Et que ça, c'est pas en soi une trahison, parce que une vraie trahison, c'est promettre quelque chose, par exemple, et ne pas le tenir. Hmm. C'est aller dire que ses amis par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale dire que son ami est juif pour qu'il soit mis en prison. Enfin, c'est ça la trahison au sens alors que c'est pas ça du tout. Pour Spinoza, c'est pas trahir dans ce sens-là. C'est simplement s'émanciper du groupe. Et donc, s'émanciper du groupe peut impliquer de faire de la peine aux autres. Mais ce n'est pas une trahison au sens d'aller leur faire du mal, vous voyez. Oui. Et c'est très important de distinguer les deux. Et dans ce sens-là, ça rejoint tout à fait l'évangile, puisque d'ailleurs, il cite beaucoup le Christ, hein. Sans être chrétien, il est très touché par l'évangile. Et il y a quelque chose dans l'évangile qui est très fort. C'est cette parole où Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer le fils de son père, la fille de sa mère, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la guerre du tout. Ça veut dire simplement, je suis venu apporter un message de vérité qui va permettre aux individus de s'émanciper de leur famille, de s'émanciper de leur groupe pour faire un choix personnel. Et que si leur conversion personnelle les amène à à être en désaccord au fond avec la tradition qu'ils ont reçue, il faudra qu'ils suivent leur conscience. Et donc, c'est des choix en conscience. Et Spinoza se situe complètement dans cette vision-là. Et il nous dit il faut que chacun suive sa conscience, quitte à se séparer des traditions qu'il a reçues par ses parents, son groupe, etc. Ouais, c'est très clair, du coup. Très bien. Alors, le miracle Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie, à lire et à relire pour explorer notre rapport au monde. Merci Frédéric Lenoir pour vos éclairages qui nous aident à mettre plus de conscience sur les notions de liberté, d'obéissance, de présence à soi, de trahison, on vient de le voir, hein, des éléments clés dans la compréhension de comment fonctionne l'ordre établi. Peut-être avant de nous quitter, souhaitez-vous nous dire quelques mots sur la fondation Sève, pardon, que vous avez créée il y a quelques années et qui contribue, je pense, à l'éducation encouragée par Spinoza. Oui, complètement. C'est que moi, je suis persuadé, comme Spinoza, qu'il faut commencer très tôt la philosophie. Et que Spinoza aurait adoré faire de la philosophie à l'âge de 7 8 ans. Et ben, c'est ce qu'on propose avec l'association SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. On forme des animateurs qui sont à la fois des enseignants, mais pas forcément. C'est des gens qui ont du temps et certaines compétences, qui connaissent les enfants, pour aller faire ensuite des ateliers de philo dans les écoles ou dans des médiathèques, dans des associations. Et donc, on apprend aux enfants à philosopher, à penser par eux-mêmes. Et c'est ça le plus important, c'est ce que disait Montaigne avant Spinoza, c'est plutôt que d'apprendre aux enfants juste à avoir une tête bien pleine, hein, c'est apprendre plein de connaissances, il vaut mieux les aider à avoir une tête bien faite, c'est-à-dire à discerner, à apprendre à juger par eux-mêmes. Et je pense que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, les fake news, les rumeurs, les sources d'informations qui viennent de partout, dont on ne sait plus où est la vérité, eh bien, des enfants doivent apprendre à se faire un jugement personnel très tôt. Et c'est ça qu'on propose dans ces ateliers philo. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des formations ou pour accueillir des ateliers dans leurs écoles, il suffit d'aller sur le site seve.org. Je mettrai les références effectivement dans les commentaires. Très, très belle initiative.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, pour ma part, je vais m'empresser de lire votre dernier livre que je n'ai pas encore lu, hein, L'Odyssée du Sacré qui vient de sortir. Un très grand merci en tous les cas pour ces éclairages, Frédéric. Merci beaucoup, Laurence. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.